On poursuit avec la FAQ sur la fiscalité. Troisième partie. OK, donc si vous avez dû attendre une semaine avant cet épisode-là, ben vous avez eu le temps de digérer un petit peu ce qui a été dit. Si vous les écoutez en rafale, comme nous, on le vit, donc c'est un beau paquet d'informations qui vous sont transmises. J'espère que ça se passe bien et que votre cerveau est capable d'assimiler tout ça. On poursuit encore une fois avec Vincent et François. Vous allez bien, messieurs, toujours? Oui. Parfait. Le BTC est rendu à 63 000, monsieur. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai les écrans je vous écoute, je discute, puis en même temps, j'ai les écrans en parallèle. Je vois le Bitcoin monter, puis ça s'énerve sur les internets. Oui. Ben, c'est très bien. Bitcoin, le monde qui parle du Bitcoin à 100 000, tranquillement, mais sûrement, là, on dirait. Ça rend un jour. Donc, on est le 28 février 2024, pour ceux qui écoutent, juste pour mettre dans le contexte. On est bien le 28, on est le 28. Donc, on le sent tout ça dans les questions. Oui. Michel, là, on vient de parler de crypto-monnaie, ça tombe bien. Question au niveau des crypto-monnaies, pas nécessairement le trading, mais l'investissement à long terme. Comment on doit procéder pour les impôts? Ouais. Donc, en fait, ça, j'avais répondu à Michel, pour le traitement fiscal. Donc, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, ça va être rapide. C'est la même affaire, c'est du gain en capital ou du revenu d'entreprise. Revenu d'entreprise, quand on le mine, quand on est un mineur, quand on va le revendre, ça va être du revenu d'entreprise. Michel, en fait, lui, sa question, c'est que l'ARC demande de fournir ces crypto-monnaies qu'on détient. Je vous admets, tu ne connais pas le nom du formulaire exactement, mais nous, on utilise TaxPrep au bureau. Donc, j'imagine qu'ils vont sortir un annexe qui va s'appeler crypto-monnaie ou XYZ ou T quelque chose. Là, ils vont vous demander de faire la liste de vos possessions de crypto-monnaie à la fin de l'année, simplement dans le but là, de divulgation, de détection. Ils font déjà le même processus avec le 1135, le formulaire T1135 pour les actions. Donc, chaque contribuable qui possède pour plus de 100 000 $ de biens étrangers, généralement, ça va être des actions d'Apple ou des actions de XYZ, compagnie américaine, on est obligé de divulguer la totalité de nos actions via le formulaire 1135. Je fais le pont pour les actions vers les crypto-monnaies. Je pourrais, malheureusement, j'aurais dû le chercher ou demander, je ne fais pas de conformité fiscale, là, malheureusement. Je suis plus en réorganisation d'entreprise, mais j'ai des gens qui auraient pu me fournir là, le nom du dit formulaire pour le mettre sur le groupe. Mais c'est simplement de la divulgation. Il n'y a aucun impact ou volet négatif de ça. Là, c'est vraiment de dire, à la fin de l'année, je possède 100 bitcoins ou, vous comprenez, là, c'est vraiment une description. Pour les compagnies, l'ARC avait sorti ça là, pour lister tous les sites Internet que l'entreprise fait affaire pour avoir l'information. Fait que j'imagine que c'est strictement informatif. L'ARC, en fait, est un excellent moyen de sondage. Hein, vous comprenez, quand on déclare nos revenus, ça permet au gouvernement canadien de connaître le revenu moyen de sa population. Qui déclare des revenus provenant de la crypto-monnaie, qui est en bourse, tout ça. D'après moi, pour le moment, c'est simplement un projet de voir qui va être assez honnête pour le déclarer, comment il y en a de gens qui vont le déclarer, est-ce que c'est quelque chose qui est gros ou pas. Si on vient au premier podcast de cette année, il marche par projet. Hein? Donc, s'ils réalisent que il y a vraiment beaucoup de Canadiens qui possèdent de la crypto-monnaie, fort probablement qu'on va avoir droit à des vérifications dans le domaine de la crypto-monnaie dans les années à venir. Pour le moment, c'est simplement de la divulgation. Votre logiciel d'impôt va vous fournir un annexe à remplir. Ça va être simplement de divulguer vos possessions. OK. Donc, simple comme ça. Puis tant qu'on ne s'en est pas départi, il n'y a pas d'impact. Exact. Au moment de la revente que ça va se passer. Puis qui devient, si c'est du long terme, puis comme on a vu dans les autres épisodes, si tu t'es qualifié comme gain en capital, c'est un gain en capital. Puis si c'est un revenu d'entreprise, c'est un revenu d'entreprise. OK, super. Une question de Douglas. Oui. Pour une personne qui a un emploi à temps plein, comme moi, est-ce qu'il y a des façons légales
évidemment, entre parenthèses, c'est bien gentil, Douglas, de payer moins d'impôts sur le gain capital avec day trading et swing trading. Là, on a quand même vu les subtilités tantôt. Je considère de mettre de côté la moitié de mes gains pour éviter des surprises en sachant que nos gouvernements sont très gourmands. Ouais. Ça, c'est ce qu'il demandait. Bon, là, il y avait eu des réponses après, Ouais. ça, vous l'avez vu. Le meilleur truc, en fait, c'est pour les... je l'ai mentionné tantôt dans le dernier, c'est... Moi, j'ai fonctionné longtemps comme ça. Mes revenus dans mon compte cash, que je faisais du long terme avant de vous connaître, tout ça, ben, si, mettons, je faisais un gain en capital de 50$, je prenais tout de suite qui est 50% du montant que j'ai fait, ben, je prenais tout de suite 25$ puis je le mettais dans mon REER. Automatiquement, j'annulais tout de suite mes gains. Pour les petits épargnants, ben, c'est une façon là, de se retrouver à la fin de l'année. Ben, j'ai fait un gain en capital dans mon compte cash, je ne sais pas, de 1000$, mais j'ai mis 1000$ de contribution REER, donc l'impact est nul. C'est sûr qu'à grande échelle, il n'y a plus de solution. Si je prends les gens qui ont des fonds de pension, que souvent, le fonds de pension, ça vient manger notre espace REER. Il y a un facteur d'équivalence qu'on appelle. Donc, eux, ils n'ont pas le droit de cotiser à leur REER, ou beaucoup moins, du moins. Ben, eux, c'est une solution qui n'existe pas. Et sinon, non, il n'y a pas de façon légale ou légitime de sauver son impôt sur le capital personnel. Et en compagnie. Tout simple. Ensuite de ça, Audrey. Donc, c'était une question, moi, je trouve, au niveau de dons entre conjoints. Là. La personne a dit, ma conjointe a 20 000 à investir. Elle voudrait me transférer la totalité ou 10 000 que je mettrais dans mon CELI, chez Interactive Broker dans son cas, c'est un point important le courtier, pour des investissements à long terme. Quelle serait la façon de ne pas être pénalisée? Est-ce que ça va faire monter son revenu, le fait qu'elle a un don? Est-ce que l'autre personne, elle perd quelque chose? Est-ce qu'il y a une stratégie à adopter? Elle voit ça vraiment comme un don. Puis après ça, est-ce que sinon, on peut-tu investir à partir du compte conjoint? Ce ne sera pas dans le REER ou le CELI, mais est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que même, compte conjoint, moi, je pense que ça ne cause aucun problème. C'est même une question intéressante. Ça a-tu rapport, mettons, si on est marié ou pas? Non. Conjoint de fait, marié, c'est la même chose pour les yeux de la fiscalité. En fait, il y a un pan de la loi qui est ignoré actuellement, autant des autorités fiscales que des gens. Un jour, les autorités fiscales, il y a énormément d'argent à aller saisir là. Un jour, ils vont s'y attarder. C'est quand même... il y a seulement les fiscalistes qui les connaissent. C'est les articles 74 et 75 grosso modo de la loi de l'impôt. C'est que ça s'appelle les règles d'attribution. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai un revenu appréciable de fiscaliste. Ben, je prends mes économies, je les donne au nom de ma conjointe, puis elle a fait des placements. Ma conjointe est à la maison, puis elle s'occupe des enfants, son revenu est nul. Donc, elle va faire des gains capital, des revenus de dividendes avec mon argent. Bien, ça, malheureusement, il y a des articles de loi qui prévoient que le revenu que madame génère avec mon capital, en réalité, ça devrait être mes revenus d'intérêt et mes dividendes. Là, on parle de faire une donation. On s'entend que la donation, ici, là, est fictive. Là. C'est clairement... Puis, ces articles de loi-là sont rédigés que si l'intention est de fractionner le revenu, malheureusement, les règles d'attribution vont trouver application. Je la trouvais intéressante parce que c'est peu de gens qui les connaissent, ces lois-là. Puis pourquoi je dis, c'est qu'ils s'appliquent dans plusieurs situations beaucoup plus complexes là, en réorganisation. Puis les gouvernements ne les cotisent pas encore. Je veux dire, on n'a pas de vérification par rapport à ça. Il y a des façons pour les respecter légalement. Puis c'est un sujet très complexe, puis je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais si j'ai une idée à donner, de le faire avec des petits montants et ou de le faire tout simplement à son nom, mais que ce soit lui qui prenne les décisions d'acheter. Quand il donne c'est mon pass, c'est password de la plateforme. Qu'elle se trouve un compte là, à sa plateforme. Je
peux pas vous cacher que ma conjointe a des CELI puis elle a des REER, puis c'est pas elle qui décide les actions qu'elle achète. Tu sais, je lui donne des conseils sur quoi acheter, mais c'est son propre à elle. Tu sais, je veux dire, c'est ça demeure son argent, c'est ses revenus, elle n'a jamais fait de don. C'est elle qui s'impose sur ses affaires. Vous comprenez, c'est le bout de donation là, qui est dans l'équation qui n'est pas bonne. Il faudrait que ça reste à la conjointe, puis que ça soit elle qui génère les revenus. Lui, il peut dire, hey, mon amour, donne-nous donc ton password, on va aller t'acheter telle action, puis j'ai feeling que ça va être bon. Vous comprenez? Ouais. Beaucoup mieux de faire ça que de passer par une donation, puis donation qui n'est pas notariée, ça ne vaut pas grand-chose au jeu de l'impôt. Parce qu'en parallèle à ça, moi, j'avais lu un article dans le journal des affaires, puis il expliquait, supposons qu'entre conjoints, tu as un immeuble à revenus qui est à ton nom, à un des conjoints qui est payé, puis tu veux le donner à à ta conjointe ou à ton autre conjoint, automatiquement, il y a un calcul qui est calculé pour avoir le gain en capital. Mais là, on parle d'une propriété de placement, tu sais, donc ça, c'est notarié, comme tu dis. Donc là, c'est indéniable, mais il y a quand même un calcul, puis il y a l'impôt qui est calculé quand tu fais un don d'un bien qui est un placement, là. Oui, en fait, dans ton immeuble à revenus, tu as quand même 73 heures qui, tant aussi longtemps que son conjoint, tu peux faire un choix qui n'est pas d'impôt. Ah, OK. Peut-être que c'était un chalet ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, donc, il y a des situations, mais je trouve ça très noble, puis je veux quand même la féliciter d'avoir posé la question parce que on appelle ça un travail d'équipe, un couple. Fait que ça peut être intéressant d'évaluer les options. Parce que nous, à l'école, ça, c'est que je m'en souviendrai toujours, parce que officiellement, en la maîtrise en fiscalité, on apprend la loi de l'impôt, la rigueur, tu sais. Mais notre professeur à l'époque avait dit, si vous voulez le faire, donnez-y des petits montants, pas de 500$. Puis, tu sais, si tu fais ça à 500$ à toi les semaines, le gouvernement le verront pas. Okay. Mais je ne devrais pas dire ça, c'est juste le prof qui m'avait comme dit ça réellement. Ce n'est pas un conseil ici, les amis. Ça n'est pas un conseil. On n'est pas un conseil, mais bon, c'est à cause que les règles d'attribution, moi, c'est loin, là, mais c'est un concept qui me... Tu sais, je veux dire, ça existe dans la loi, ça s'applique à plein de situations. Il y a peut-être même des milliards à aller chercher là, mais ils ne vont pas. Fait que, tu sais, je me demande juste quand est-ce que le gouvernement va les appliquer. Toi, nous, les fiscalistes, je dirais, puis s'il y a des fiscalistes qui entendent, on les applique de façon rigoureuse et on les suit à cause qu'on a peur qu'un jour ça arrive. Mais bon. Ouais. Oui. Ouais. Ce qui est très sage. Là, ce qui va arriver dans 1 an, on va avoir une annonce gouvernement offensive majeure dans les règles d'attribution. Merci à Vincent Busque dans le podcast de nous avoir... Je pense pas. C'est des articles de loi qui datent de la loi. Non. Ben ouais. Ah ouais, c'est ça. OK, on poursuit. Martin qui demandait d'avoir plus d'informations sur les fameux papiers de taxes US. Il y avait des choses qui ont bougé, je pense, là-dessus. C'est un gros sujet. Il reste une dizaine de minutes dans cet épisode-là. Puis, je pense que ça va être le sujet le plus populaire de l'année, parce que c'est la nouveauté. On se rappelle, l'année dernière, le gouvernement américain a modifié le Internal Revenue Code, leur loi de l'impôt, qui dit que désormais, une personne qui vend des parts d'une société en commandite va devoir retenir 10% du montant investi. Non, on ne parle pas du revenu, on parle du montant investi. Donc, j'investis 100 000 $ à titre d'exemple dans MPLX, une société qui est une LP, Liable Partnership, une société en commandite aux États-Unis qui est dans le pétrole, qui possède des pipelines. Bien, quand à la revente de mon investissement, mon broker va me retenir 10% de mon investissement. Donc, 10 000 $ dans mon cas. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne va pas chercher votre profit, on vient chercher votre capital. Pourquoi que c'est comme ça? Parce que, autant aux États-Unis qu'au Canada, lorsqu'un non-résident vend un bien immobilier, il doit retenir 10% du produit brut de sa vente et après produire des déclarations
de revenus américaines ou canadiennes, quand c'est des Américains qui vendent des biens canadiens, pour aller récupérer son 10 % de revenus. Pourquoi que ces lois-là existent? C'est pour protéger les territoires nationaux. Donc, nous, on veut être certain que quand un Américain ou un non-résident, peu importe sa provenance, pas de discrimination, vend un bien canadien, une maison, un terrain, n'importe quoi qui est physiquement une terre canadienne, il faut qu'il paye sa juste part d'impôt. Ben, les Américains ont exactement le même système fiscal et les sociétés en commandite, c'était une belle bébite fiscale que nous, on utilisait, les fiscalistes. Ça, c'est totalement de notre faute, là, je voudrais dire. Là, ça a changé à cause des fiscalistes comme moi, canadiens. Notre truc, plutôt que d'acheter un condo en Floride, ou une tour, c'est plus applicable pour une tour de condo en Floride, ben, on va se créer une société en commandite américaine. On va dire, ben, à François et ses amis, achetez des parts de la société en commandite, 500 000 $ la part. Puis là, vous allez avoir droit à votre condo. Mettons qu'il y a 100 condos. Ben, on se trouve 100 personnes. Ils achètent chacun une part à 500 000 la part. Pouf, on achète la tour de condo. Tout le monde a son condo dedans. Là, après ça, François ne vend plus le condo. Il vend les parts de la société en commandite. Il évite ainsi la retenue et la complication de remettre ses impôts aux États-Unis. Vous comprenez? Parce que là, je n'ai pas vendu le condo. J'ai vendu la part de la société en commandite. Fait que là, c'était vraiment un beau trou là, dans la loi pour contourner cette retenue-là d'impôt de 10 % sur les biens américains imposables. Puis le gouvernement fédéral américain est plus vite que le gouvernement canadien. Fait qu'ils l'ont eu. Puis ils ont changé la loi. Puis désormais, quand tu vends des parts d'une société de personnes qui détient beaucoup d'actifs immobiliers aux États-Unis, ils vont te retenir 10 % du montant investi. Fait que lui, dans sa question, on s'est dit, j'ai reçu un papier sûrement d'ISNAC, ou Desjardins me l'a envoyé aussi. Ils disent de m'inscrire aux États-Unis comme avoir un AS, l'équivalent d'avoir un numéro d'assurance sociale pour produire ses impôts aux États-Unis. Ben, c'est que la personne, Martin, a sûrement, dans l'année, transigé cette entité-là, une société en commandite, un LP qu'on appelle en notre jargon, qui, Desjardins, il a retiré 10 %. Moi, j'ai pris l'exemple de MPLX parce que je l'ai fait avec MPLX et ils m'ont retenu 10 % du montant investi. Je savais que le règlement changeait là, le 1er janvier. Fait que je m'étais gardé des bribes, là, pas beaucoup d'actions, juste pour voir ça allait être quoi l'impact, le vivre. Puis j'ai reçu la lettre qui me dit, ben regarde, vous devez vous inscrire aux impôts américains. Remplissez ça, puis appelez votre comptable. Votre comptable va faire les démarches auprès de l'IRS aux États-Unis pour vous obtenir votre numéro d'impôt aux États-Unis, puis envoyez-nous ça. On va le mettre dans nos dossiers. Ben, moi, malheureusement, il faut comprendre le montant que moi qu'ils m'ont retenu. Là. On parle d'environ 20 $. J'ai pas l'impression de. Hein? C'est une belle démarche. C'est ça. C'est une grosse démarche pour aller chercher 20 $. Ouais. Il me restait l'équivalent de 10 actions de MPLX, puis quand je les ai vendues, ils m'ont retiré 20 $. J'ai pas l'intention de commencer à produire des déclarations américaines de non-résidents. C'est un 1040 NR qu'on appelle, puis un 8866 pour aller récupérer 20 $. Et vous comprenez que pour certaines personnes qui investissent des très gros montants, où je prends François qui a un condo en Floride, qui va vendre son condo, 10 % du prix du condo vendu, c'est 100 000 $. On va vouloir le récupérer, son 100 000 $. Ça fait que là, ces gens-là, on les fait, les démarches. Les démarches, c'est complexe. C'est de faire une déclaration américaine, fédérale, une déclaration aussi comme quoi qu'on est non-résident. Les autres, ils traitent ça avant le 15 juin. Ils retournent l'argent. On paye de l'impôt sur le profit seulement. Vous comprenez? Ce qui arrive, ils nous ont retenu 10 %. Si l'impôt, finalement, c'est sur la vente du condo, à titre d'exemple, c'est juste 5 000 qu'il faut qu'ils payent. Ils vont lui retomber le 95 entre les deux. Mais là, c'est un avantage inconvénient. En fiscalité puis en comptabilité, c'est souvent ça.
c'est combien j'ai à aller récupérer versus combien ça va m'en coûter pour le faire. Puis, tu sais, nous, on n'est pas un cabinet qui est spécialisé en déclaration américaine, mais c'est quand même un 2 000 $ par année. Là. Ça fait que, tu sais, nous, on facture peut-être des cabinets qui sont moins onéreux, peut-être d'autres plus. Tu sais, veux-tu payer tous ces frais-là pour aller rechercher le montant qu'ils m'ont retiré? Fait que pour répondre à la question de Martin, ben, tu te poses la question, veux-tu produire aux États-Unis des déclarations ou je laisse à la table l'argent qui m'a monté sur ma trade? Ensuite, sur le groupe là, du CDI, du Club des Initiés, je ne me rappelle plus qui l'a partagé, mais on a la liste. Cette information-là est disponible. Donc, on peut la trouver sur Internet de quelle compagnie qu'il faut éviter de transiger pour ne pas avoir la retenue là, de 10 %. Fait que moi, ma recommandation, moi, qu'est-ce que j'applique depuis le changement? Ne plus transiger ces compagnies-là. C'est plate, là, mais essentiellement, c'est des compagnies qui sont dans l'immobilier aux États-Unis. Et puis, de toute façon, il y a tellement... je m'excuse, Patrick. De toute façon, il y a tellement de compagnies à transiger. Là, si c'est pas celle-là, ça va être un autre. Là. On parle de transiger, puis même investir. Là. Ouais, c'est ça. Se faire mettre d'un bâton d'un roue, personne n'aime ça. Donc, on passe à un autre appel, c'est tout. Là. Donc, on rajoute une case à cocher dans notre vérification, dans notre checklist, avant de passer notre trade, vérifier la liste. Puis, il y a des produits, comme tu dis, qui sont sûrement plus... Parce que moi, je m'intéresse beaucoup au REIT, au REIT. Fait que ça, là-dedans, il doit en avoir plein. Là, la majorité, parce que c'est le REIT, fiscalement, là... Ben, le REIT, non, parce que le REIT, c'est un Real Estate Trust Property Investment Trust. Ça, c'est des fiduciaires. Investment Ils ne Trust. sont pas visés. Mais tu peux en avoir qui sont visés quand même. OK. Mais c'est vraiment là, les lettres au bout du titre là, à rechercher, c'est LP. LLC. Limited Liability Corporation. Limited Partnership. Là, OK. Ça, c'est des trucs. Fait que si on voit LLC, LP, on évite ça. Je veux dire, demain matin, j'ai investi, j'ai une belle opportunité d'investir, puis je sais que je vais être là longtemps, puis tu sais, je vais faire beaucoup d'argent. Ça vaut la peine, là, des produits. De toute façon, il y a diverses situations, des fois, qu'on produit déjà aux États-Unis. Fait que, tu sais, pour des gens, ça ne sera pas un frein. Bon, ça vient des fiscalistes en Arizona, en fait, avec les resorts de golf, là. C'était rendu la grosse, c'était la mecque, là, tu sais, je veux dire. Ils vivaient des hôtels avec des non-résidents, là, puis tout le monde s'achetait une part de la société en commandite, puis il louait son condo sur le terrain de golf. Puis, dans notre clientèle, c'est ça. Oui. Ben, c'est super intéressant. Écoutez, je pense qu'on est dû pour notre pause, effectivement. On va avoir atteint les 4 épisodes, comme l'année passée. Hein, on est fidèle. Ça va devenir une tradition, 4 épisodes presque par année. Donc, mais c'est quand même très pertinent. Puis, moi, je m'en rends bien compte. Plus on avance là-dedans, plus on arrive à sauver comme impôt la différence que ça fait au bout. Là, c'est incroyable. Là, donc, sur ce, ben, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve probablement pour le dernier épisode dans 7 jours. Alors, bonne réflexion, bonne digestion de tout ça, puis bon trading.